Le sommet de l'OTAN à Ankara a commencé, et le président Trump fait comme d'habitude. Il critique l'OTAN, il dit des choses très flatteuses sur Erdogan, qu'il présente comme un grand dirigeant fort. C'est typiquement son genre. Jusqu'à présent, de la part du président Trump, on n'a vu que des gestes de mise en scène, rien de concret. Je ne crois même pas que des réunions importantes aient eu lieu. Mais derrière tout ça, derrière le bruit que fait Trump dès qu'il a un micro devant lui, ce qu'il adore, il y a d'autres signaux. Des déclarations venues d'Ukraine, d'Europe et aussi de Russie, qui montrent qu'il se passe ici bien plus de choses qu'il n'y paraît. Il y a ici de vrais dangers, et je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Et quand je dis ça, je ne parle pas spécialement de notre public. Je ne parle même pas du grand public. Je parle de la direction de l'OTAN. À mon avis, ils sous-estiment gravement la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et ça pourrait être catastrophique pour nous tous. Pour essayer d'y voir plus clair au milieu de toutes ces déclarations contradictoires, nous recevons à nouveau aujourd'hui Jim Jatras, ancien diplomate américain, ancien conseiller politique du Sénat républicain, et vous voyez son compte X, @JimJatras. Jim, bienvenue à nouveau dans l'émission. Colonel, c'est toujours un plaisir d'être de retour avec vous. Bon, écoutez, allons droit au but. Juste avant qu'on commence l'émission, vous disiez que Trump répétait encore les mêmes choses qu'il dit souvent, en critiquant l'OTAN et en encensant les hommes forts. Alors, selon vous, c'est juste lui, comme respirer, ou bien il y a un vrai sens derrière ses propos? Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'instant? Vous savez, avec lui, c'est toujours difficile à dire, non? Je veux dire, peut-être qu'il laisse simplement sortir tout ce qui lui passe par la tête sans vraiment y réfléchir. Mais je pense quand même qu'il y a sans doute quelque chose derrière tout ça. On voit bien que tout le monde en Europe est mobilisé, sans parler du Canada. Le Canada renforce encore son soutien à l'Ukraine. Et bien sûr, ils aimeraient que Trump se rallie à cette position. Depuis le début de cette administration, d'ailleurs, ils insistent beaucoup sur le partage des responsabilités pour que les alliés européens dépensent davantage. Ils vont envoyer les armes à l'Ukraine, mais ils vont les acheter chez nous. Et nous, on va les presser jusqu'à la dernière goutte avant de s'impliquer nous-mêmes, tout en faisant semblant de ne pas être concernés. Vous savez, il y a eu cet appel de Poutine à Trump l'autre jour pour les vœux du 4 juillet. Et Trump, encore une fois, a proposé avec emphase d'être le médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Comme si ce n'était pas une guerre par procuration menée par les États-Unis et l'OTAN contre la Russie, avec l'Ukraine comme simple terrain de jeu. Donc oui, c'est le genre d'incohérence habituelle qu'on entend souvent. Mais derrière tout ça, je pense qu'il y a une réalité. Et cette réalité, c'est l'escalade. Je ne vous entends pas. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je suis content que vous en parliez parce que ça met en lumière une contradiction intéressante. Voilà le président Trump, et je crois que c'était il y a 2 jours quand il est sorti en disant « Oui, je pense qu'on va trouver un accord ». Il a dit « Vous savez, j'ai parlé à Poutine et j'ai parlé à Zelensky après le 4 juillet et je pense qu'on va y arriver ». Mais c'était quoi 2 ou 3 semaines avant ça que son secrétaire d'État, Marco Rubio, s'est présenté devant une commission du Sénat sous serment et a déclaré que nous avions pris parti. Donc après avoir dit qu'il réglerait ça en 24 heures, une fois arrivé au pouvoir, 18 mois plus tard, il a choisi un camp. Autrement dit, il n'essaie même plus de mettre fin au conflit. Et maintenant, il revient en disant « J'essaie de jouer les médiateurs ». Qu'est-ce qu'on peut en conclure? En tant qu'ancien diplomate et quelqu'un qui a travaillé au Capitole, aidez-nous à comprendre ça. Eh bien, je ne peux pas donner du sens à quelque chose qui n'en a pas.
Je veux dire, rappelons-nous, ce n'est pas nouveau venant de Marco Rubio. Dès le début de l'administration, il a dit, en substance, que l'Ukraine était un proxy, que cette guerre était celle des États-Unis et de l'OTAN contre la Russie, et que l'Ukraine était notre intermédiaire. Donc, je pense que beaucoup de réactions à sa dernière déclaration oublient un peu l'historique de ce qu'il dit depuis longtemps. Et il a eu parfaitement raison. Et bien sûr, le secrétaire Hegseth disait dès le départ, « Nous voulons transférer le poids de cette guerre sur les Européens, mais nous restons derrière eux avec tout l'équipement que nous allons leur vendre. » Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau là-dedans. Quant à Trump qui fait semblant d'être le médiateur, je crois que maintenant, la balle est clairement dans le camp des Russes. Je veux dire, ils ont entretenu ce dialogue avec lui, cette mise en scène, avec Witkoff, Kushner et Dmitriev, comme s'ils allaient trouver un accord. On entendait souvent les Russes dire « Ah, ces Européens sont fous, ils veulent la guerre avec la Russie. » Mais Trump, lui, c'est quelqu'un avec qui on peut s'entendre. Il parlait d'un soi-disant esprit d'encourage et toutes ces absurdités. Eh bien, on n'entend plus vraiment ce genre de discours de la part des Russes. Je ne dirais pas qu'ils y ont complètement renoncé, mais ce n'est plus du tout la même musique. S'ils sont intelligents, ils le feraient, parce qu'ils devraient comprendre que tout ça n'est qu'une tromperie. Mais je pense que c'est de plus en plus évident pour tout le monde que les Américains, et quand je dis ça, je parle aussi du président Trump personnellement, font simplement semblant de dire « oui, on veut un accord, on veut être médiateur, on veut la paix ». En réalité, ce qu'on fait, c'est soutenir totalement Kiev et les Européens pour faire monter le conflit. Dans quel but? Chacun peut en débattre, puisque c'est évident que les Russes ne peuvent pas perdre cette guerre. C'est une question vitale de sécurité nationale pour eux, et ils ne se laisseront jamais vaincre. Bon, alors, la question, enfin, vous l'avez un peu posée, mais il faut qu'on aille au bout. C'est dans quel but? Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Même sur le plan conceptuel, théorique, où est l'intérêt pour Trump? Si on regarde ça politiquement, financièrement, peu importe l'angle qu'on choisit. Pourquoi irait-il dans cette direction, en jouant presque sur les deux tableaux? Parce qu'au final, on n'arrivera pas à la fin de la guerre, et on ne dirait pas non plus qu'il veuille vraiment entrer dans une guerre totale avec la Russie. Alors, est-ce qu'il y aurait une sorte de voie du milieu, un peu mythique, où le président Trump dirait « Bon, je veux juste que la guerre continue, et je fais semblant d'essayer ». Je ne sais pas. Là, franchement, je cherche un peu au hasard, en espérant que vous puissiez clarifier ça. Eh bien, vous savez, j'écoutais tout à l'heure votre discussion avec Doug McGregor, et vous parliez de Jack Keane et de tous ces gens. Le même genre de personnes qui le poussent à relancer un grand conflit avec l'Iran sont aussi celles qui le poussent à hausser le ton avec les Russes. Ces deux options sont complètement irréalistes quand on regarde tous les scénarios possibles, et pourtant, c'est bien ce qu'ils veulent. Alors, pour faire court, non, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune issue positive à tout ça. J'imagine que la seule logique, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'ils croient vraiment, vous savez ce vieux dicton, la Russie n'est jamais aussi faible qu'elle en a l'air, et jamais aussi forte qu'elle en a l'air. Et on a eu cette discussion depuis le début, cette contradiction permanente. D'un côté, on nous dit que les Russes sont en train d'être vaincus, que leur économie est au bord de l'effondrement, et de l'autre, si on ne leur tient pas tête, ils seront sur la Manche en un rien de temps. Je pense que cette même contradiction existe dans ce qu'on appelle la réflexion des capitales occidentales. Oui, la menace russe, la Russie, mais si on les pousse assez fort, on peut encore gagner, on peut encore les faire s'effondrer. Et c'est là que, selon eux, se trouve la fin du jeu, même s'il n'y a aucune preuve que ça puisse vraiment arriver.
even though there's no evidence that can really happen. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer quelques éléments ici qui m'inquiètent. On parle beaucoup du président Trump en ce moment. Il ne semble pas avoir de stratégie derrière quoi que ce soit. Eh bien, il n'est pas le seul. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il y ait qui que ce soit dans le monde occidental qui ait une vraie stratégie. Et je parle de n'importe quelle personne, à n'importe quel niveau. Alors regardez, je vais juste parcourir quelques titres. Celui-ci vient du Financial Times. Il dit que les dirigeants de l'OTAN soutiennent l'intensification des frappes de drones ukrainiens en profondeur sur le territoire russe, dans le but de forcer Moscou à revenir à la table des négociations. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que Moscou n'a jamais quitté la table des négociations. Ils ne disent simplement pas ce qu'on voudrait les entendre dire. C'est ce qu'a déclaré le président de la Finlande. Et puis, il y a aussi le fait que, dans la nuit, 8 autres pétroliers de ce qu'on appelle la flotte de l'ombre ont été touchés dans la zone de la Crimée, en mer d'Azov. Donc il y a bien une action concrète sur le terrain. Il y a aussi eu une attaque, il y a quelques jours, contre la raffinerie d'Omsk. Et récemment, plusieurs frappes ont eu lieu à Briansk et dans d'autres régions à l'intérieur de la Russie. Et tout ça, c'est lié. Ce qui vient de Suède est important, parce que ça illustre bien le problème. Le Premier ministre suédois a rejeté toute idée selon laquelle la Russie préparerait une attaque contre un pays de l'OTAN, en disant que Moscou sait très bien qu'un tel geste serait une très mauvaise idée. Sans doute pour Moscou, pas pour l'Occident. Donc en gros, ils se disent que puisqu'il n'y a aucun signe direct, il n'y a littéralement rien qu'on puisse faire. Ça montre pourtant qu'il y a des actions concrètes menées un peu partout en Russie, avec le soutien de l'Occident. Par exemple, vous avez peut-être vu ça avec Volvo et Alexei. Attendez, je crois que j'avais encore ce passage ici. Non, c'est pas le bon. Où l'un des pays baltes disait « Oui, on est prêt à aider à frapper encore plus loin, jusque dans Saint-Pétersbourg, en plus de ça. » Donc on voit bien toutes ces actions, mais eux, ils semblent penser qu'il n'y aura jamais de conséquences. Comme si l'article 5, c'était des haricots magiques ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, l'un des mythes qui entourent tout ce conflit, c'est cette idée selon laquelle Vladimir Poutine serait un dictateur maléfique qui veut conquérir toute l'Europe, qu'il est fou, qu'il veut dominer le monde, ou au moins s'emparer de toute l'Europe. Alors qu'en réalité, comme on le voit à travers son comportement, il a été le plus prudent, le plus mesuré des dictateurs, le président russe, en évitant d'exploiter pleinement son avantage militaire. Il n'a pas frappé les centres de commandement à Kiev, il n'a même pas détruit les ponts sur le Dniepr. Il semble tout faire pour éviter une victoire militaire totale, dans l'espoir que, quelque part, quelqu'un finira par venir négocier avec lui. À mon avis, ça frôle la négligence criminelle de sa part. Mais bon, c'est son pays, pas le mien. Cette idée, par contre, selon laquelle, s'ils mettent assez de pression sur les Russes, ça va provoquer du mécontentement en Russie, puis que Poutine va tomber, et ensuite quoi? On aurait une sorte de libéral pro-occidental au pouvoir au Kremlin? J'y crois pas une seconde. Je pense que toute alternative à Poutine serait quelqu'un qui dirait « Très bien, tant pis, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes ». Et ça voudrait dire la destruction de l'État ukrainien et du régime ukrainien. Et d'ailleurs, Poutine pourrait bien y être contraint par les circonstances, parce qu'il n'a tout simplement pas d'autre issue. D'un autre côté, les Européens parlent ouvertement d'une guerre avec la Russie. Mais on a l'impression qu'ils veulent repousser ça dans le futur. Une guerre avec la Russie d'ici 2030. Est-ce qu'ils sont prêts pour une guerre avec la Russie aujourd'hui? Je ne le pense pas. Je crois même qu'ils en sont très loin. Et je ne pense pas qu'ils seront prêts d'ici 2030 non plus. Pourtant,
C'est bien comme ça qu'ils en parlent. Et à un moment donné, quelqu'un en Russie sera tenté de les mettre au défi. Vous savez, les Russes n'ont pas besoin d'utiliser des armes nucléaires pour semer le chaos dans les capitales européennes, dans l'industrie européenne. Ils ont des armes hypersoniques non nucléaires. Et contre ça, personne ne peut se défendre. Est-ce qu'ils veulent vraiment jouer à ce jeu-là avec les Russes? On dirait bien que oui, parce qu'ils ont encore cette idée en tête, cette espèce de mythe selon lequel, si on pousse assez fort, tout va s'effondrer. Qu'est-ce que disait Hitler quand il a envahi la Russie? Il disait « tu enfonces la porte et tout l'édifice pourri s'écroule ». J'imagine que c'est ce que ces gens-là pensent. Et franchement, on a l'impression qu'il n'y a aucune cohérence dans leur approche. Sauf à court terme, on peut faire tourner cette machine à fric sans fin, on peut rester au pouvoir. Même si tous ces régimes sont très impopulaires chez eux, ils arrivent quand même à se maintenir en disant « attention, la menace, les Russes arrivent, les Russes arrivent ». On verra combien de temps ça va durer. Mais il y a déjà des conséquences. Maintenant, on ne parle même pas de ce qui pourrait arriver plus tard. C'est Mike Adams du Health Ranger qui l'a dit. Il a expliqué que toutes ces attaques, comme celle sur Omsk, comme on le voit sur la photo, ou sur Saint-Pétersbourg, ou encore vers Moscou, et surtout celles qui visent le système énergétique, eh bien, selon lui, les pays d'Europe occidentale sont en train de démanteler la capacité de raffinage du pétrole russe. Et ça ne fera qu'aggraver le choc mondial sur l'approvisionnement en pétrole, y compris pour les Américains. C'est aussi, de toute évidence, une manière de pousser la Russie à une escalade militaire beaucoup plus large avec l'Europe, où certains dirigeants politiques espèrent aller jusqu'à une guerre totale. C'est comme ça que je le vois. Et je vais répondre à ce point. On a presque l'impression qu'il y a une sorte de mentalité à la Jekyll et Hyde chez beaucoup de dirigeants européens. Certains, comme peut-être le dirigeant suédois, se disent « Non, il ne se passera rien, on peut littéralement faire tout ce qu'on veut ». Et puis il y en a d'autres qui semblent penser « Non, la Russie va réagir, et c'est ce qu'on veut ». Ils veulent les pousser à attaquer pour que, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'ils se disent que ce sera limité, que ce ne sera pas nucléaire, juste un peu, et qu'on aura une guerre plus longue qu'on pourra continuer à mener contre la Russie pendant longtemps. J'en sais rien, mais ces positions sont contradictoires. Et pourtant, chacune d'elles a des conséquences sur l'économie mondiale, y compris pour les États-Unis, bien loin du champ de bataille. Alors, est-ce que ces gens ont perdu la tête ou qu'est-ce qui se passe dans la réflexion de ce qu'on appelle l'élite occidentale? Parlons d'abord de la situation énergétique. Comme vous le savez, les tentatives pour ouvrir une voie secondaire dans les eaux omanaises à travers le golfe Persique ne donnent pas de très bons résultats. Et les Iraniens veillent à garder le contrôle du détroit d'Ormuz. En même temps, nous avons assoupli nos sanctions sur l'énergie iranienne parce que c'est un marché mondial. Même si le pétrole iranien continue de sortir et d'aller vers la Chine, le Japon ou d'autres pays d'Extrême-Orient, l'espoir du point de vue de Trump, c'est que ça aide à éviter une flambée des prix de l'énergie dans le monde. Et bien sûr, ça a aussi un impact intérieur. Est-ce que ce sera suffisant pour résoudre son problème politique ici, avant les élections de mi-mandat? Je n'en suis pas sûr. Et je pense que c'est un peu la même chose avec les exportations de pétrole et d'énergie russe. Oui, c'est un marché global. Si ça aide à faire baisser les prix, tant mieux. Mais en même temps, comme vous le soulignez, on attaque leurs infrastructures. Et ça, forcément, ça ne peut qu'augmenter le prix mondial de l'énergie, ce qui va peser sur l'économie mondiale, y compris sur l'économie américaine. Comment tout ça peut-il avoir le moindre sens? C'est contradictoire.
On veut faire baisser les prix tout en les faisant monter en même temps. Ça n'a aucun sens. Quant à savoir s'ils essayent de pousser les Russes à attaquer un pays de l'OTAN, honnêtement, je n'en sais rien. Parce que, comme je le dis souvent, je ne pense pas qu'ils soient prêts pour une guerre avec la Russie, pas encore. Ils font semblant d'être prêts pour une guerre avec la Russie depuis 2013. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment une situation où les Russes diraient « Très bien, on va frapper une cible en Estonie, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, tout de suite, et qu'ensuite on invoque l'article 5 pour entrer directement en guerre avec la Russie ?» Comment ça va se passer pour eux? Franchement, je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Peut-être que quelqu'un, et là, colonel, je le pense vraiment, il y a moins de division entre Washington et l'Europe qu'on le croit. Peut-être que quelqu'un à Washington veut que ça arrive. Peut-être que quelqu'un là-bas se dit, bon, on n'a plus beaucoup d'Ukrainiens. Leur situation en termes de main-d'œuvre devient critique. Alors, commençons à puiser ailleurs, chez les Polonais, les Allemands, les Britanniques, les Français, peu importe, et envoyons leur gaz battre parce qu'on ne veut pas que ce soit les Américains qui le fassent. Donc on augmente la mise et on passe à la phase 2. Honnêtement, je n'en sais rien. Tu sais, Jim, il y a eu une discussion intéressante que Doug a eue avec nous cet après-midi. À ce moment-là, on parlait de la guerre en Iran et au Moyen-Orient. Doug a dit, on dirait qu'on se bat, en gros, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de missiles. S'ils se battent jusqu'au dernier Ukrainien là-bas, eux se battent jusqu'au dernier missile ici. Et après? Je ne sais pas. C'est la vraie question. C'est pour ça que je voulais passer la liste avec toi, parce que je vais te montrer cet extrait de Volodymyr Zelensky, qui se moque carrément de tout l'Occident et des États-Unis, en demandant pourquoi on ne lui donne pas toutes nos défenses antiaériennes. Mais ce dont je veux parler, c'est de ce qui se passe de l'autre côté, si jamais ils obtiennent ce qu'ils veulent avec cette guerre qui s'étend. Merci beaucoup. Засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс. C'est absurde. Dans le monde d'aujourd'hui, la production n'est toujours pas adaptée comme elle devrait l'être pour protéger les gens contre la terreur balistique. Nous avons depuis longtemps démontré et prouvé que nous savons produire, notamment des missiles balistiques. Et avec une telle gamme d'armes de défense, si l'Ukraine obtenait une licence des États-Unis pour fabriquer des Patriots, notre production suffirait à protéger le pays et à aider nos partenaires qui en font autant. І на допомогу партнерам, які цього Je veux dire, on peut déjà mettre de côté son arrogance, le fait qu'il exige pratiquement que tout le monde lui remette toutes ses armes. Parce que c'est bien ce qu'il a dit il y a quelques jours, avant cette déclaration-là. Et maintenant il dit, très bien, donnez-moi juste la licence et je m'en occupe. Comme si la Russie n'allait pas bombarder l'installation avant même qu'elle soit opérationnelle. Ça, c'est un autre sujet. Mais il soulève quand même un vrai problème. Il y a très peu de missiles intercepteurs disponibles, de tout type. Que ce soit les systèmes THAAD, les intercepteurs PAC-3, les Arrow 2, les Arrow 3, le dôme de fer, ou tous les autres utilisés dans certains pays de l'OTAN. On commence à manquer de chacun de ces systèmes. Si on entre en guerre avec la Russie, ou si on relance la guerre au Moyen-Orient comme le veut Jack Keane, on va se retrouver à court, pas juste en manque, mais complètement à court, en très peu de temps. Et si un conflit démarre ici, ce sera la même chose. Ces gens-là ne peuvent pas l'ignorer, Jim. C'est impossible. Ils doivent en être conscients. Je veux dire, ils voient les chiffres classifiés. Ils savent quelles sont les vraies réserves, mais elles ne sont plus très grandes. Plus maintenant.
S'ils obtiennent ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils comptent faire, en sachant que dans un mois ou deux, je parle d'un mois ou deux d'une grande guerre au Moyen-Orient, où entre la Russie et l'Ukraine, on n'aura plus d'intercepteurs de défense aérienne. Qu'est-ce qu'on pense qui va se passer après ça? What do we think is going to happen next? Well, I think again in your discussion with Doug, he Eh bien, je pense que, encore une fois, dans votre discussion avec Doug, il a souligné qu'on a aujourd'hui plus de lanceurs que de missiles à y mettre, parce que nos stocks sont vraiment à sec. On en fabrique autant qu'on peut, mais c'est pas si rapide que ça. Et comme vous le savez, beaucoup de gens disent que ces systèmes ne sont pas si performants de toute façon. Ils peuvent être submergés par des drones bon marché et nombreux qui finissent par épuiser le système. Franchement, tout ça, c'est une impasse. Et je suis désolé de le dire à M. Zelensky, mais il n'est pas notre priorité. Je pense que M. Netanyahou a la priorité sur tout ce qu'on peut produire. Et j'imagine que certains veulent aussi en garder un peu pour nous-mêmes. Il n'est pas en haut de la liste. C'est la même leçon, je crois, que nos amis du Golfe n'ont pas voulu admettre avant qu'on leur dise « Écoutez, on ne peut plus rien vous donner, on a des clients plus importants. » Il faut plutôt les donner à Israël. Et comme vous le soulignez, même si on autorisait une ligne de production en Ukraine, elle serait frappée. Et combien de temps faudrait-il de toute façon pour que cette ligne tourne à plein régime? Franchement, est-ce que ces gens regardent le calendrier ou quoi? Il n'y a tout simplement aucun moyen de lancer cette production à temps pour que ça change quoi que ce soit dans cette guerre, même en supposant que ces armes fassent une différence. Alors peut-être que c'est une sorte de manœuvre politique, une espèce de jujitsu, pour montrer qu'il a le poids politique nécessaire pour s'engager en Ukraine, en autorisant la production sur place, tout en sachant très bien que ça ne changera rien au conflit. Et d'ailleurs, qui sait, peut-être qu'il pense aussi à la prochaine occasion de détournement, histoire de récupérer encore plus d'argent, en plus des milliards qu'il a déjà. Oui, eh bien, on va attendre de voir comment tout ça va se passer. Mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle il faisait pression à l'OTAN. Il s'en prend aussi à un autre sujet qu'il pense vraiment utile pour l'Ukraine. Et ce sujet, c'est, je sais, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ce concept avant, c'est tout nouveau, il vient juste d'y penser aujourd'hui, rejoindre l'OTAN. J'encourage chacun d'entre vous, ainsi que tous nos partenaires de l'OTAN, à travailler étroitement avec nous, avec l'Ukraine, pour avancer ensemble. L'Ukraine a sa place dans l'OTAN, parce qu'une OTAN avec l'Ukraine, c'est l'alliance de l'avenir. L'alliance d'aujourd'hui doit être à la hauteur des défis du monde moderne, avec l'Ukraine et avec la force de notre industrie de défense. Tu sais, Jim, si la raison était encore un dénominateur commun en Occident, comme avant, surtout au niveau des élites, on verrait des gens comme Mark Rutte ou Ursula von der Leyen lui dire « Ok, du calme, cowboy, parlons d'autre chose d'abord. » Mais au lieu de ça, je n'ai pas la vidéo sous les yeux, mais il y a eu cette rencontre très chaleureuse avec Ursula von der Leyen. Elle le prend dans ses bras, lui fait la bise, et tout ça, puis elle publie un article. C'était il y a environ 4 heures, donc c'est tout récent. Elle écrit « Cher Volodymyr, ravi de te voir à Ankara. Nous discutons ici de l'avenir de la défense, et l'Ukraine a beaucoup à apporter. Concentrons-nous là-dessus dans un instant. » Ce mois-ci, nous avons fourni les 4 premiers milliards de dollars de nos programmes de drones pour renforcer encore les capacités de l'Ukraine dans ce domaine. D'autres aides arrivent, notamment en matière de défense aérienne et d'interception de missiles. La situation est en train de changer. Bon, on sait que les stocks de tout ça sont faibles, surtout ceux des missiles intercepteurs. On sait aussi que l'Europe s'est déjà endettée juste pour obtenir la dernière enveloppe d'aide à l'Ukraine. Et maintenant, on doit commencer à en chercher de nouveaux. Et elle dit que la situation évolue très vite.
Aidez-moi à comprendre ça. Pourquoi on le laisse parler de l'OTAN, alors que selon les Russes, c'est justement la raison de la guerre? Ah voilà, c'est ça. Merci Gary. Franchement, c'est comme regarder un suicide au ralenti de nos élites. Vous, comment vous voyez ça? I'm glad I've. Et toi, je suis content de ne pas encore avoir pris mon petit déjeuner. Ça me soulève le cœur. It's turning my stomach. C'est ça qu'on appelle un film breu. Making me feel blue, I can tell you that. That's right. Ça me rend un peu triste, je peux vous le dire. Oui, c'est vrai. Enfin, j'aime bien le violet qu'elle porte. Moi aussi, je me sens un peu dans cette ambiance-là aujourd'hui. Écoutez, à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine ou du Moyen-Orient, on entend sans arrêt ce mot allié, allié, allié. L'Ukraine est notre allié, Israël est notre allié. Mais, comme vous le savez, nous n'avons pas de traité formel avec aucun de ces deux pays. Techniquement, aucun d'eux n'est vraiment notre allié. En même temps, vous le savez aussi, c'est en réalité sous Donald Trump, pendant son premier mandat, que l'Ukraine a été transformée en une armée de l'OTAN de fait, même si elle n'en fait pas officiellement partie. C'est à ce moment-là qu'on les a vraiment équipés, formés, et qu'on a contribué à structurer leurs forces telles qu'elles étaient juste avant le début de la guerre sous Biden. By the time before the war started under Biden. I think lurking behind all of this. Je pense que derrière tout ça, il y a l'idée de trouver un moyen de mettre des forces de l'OTAN sur le terrain en Ukraine. Et c'est pour ça, à mon avis, que les Russes ont été si réticents à signer le moindre accord de cessez-le-feu. Parce qu'ils savent, et d'ailleurs toutes les parties l'ont dit très clairement, que dès qu'il y aura, la moindre interruption des combats, et Zelensky en a parlé, les Européens aussi, il y aura des forces européennes sur le sol ukrainien, en tant qu'observateurs de paix, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Mais dans les faits, cela reviendrait à établir une présence de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine. Il semble que d'une manière ou d'une autre, c'est toujours l'objectif. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que les Russes aient vraiment intégré cette idée. I'm not sure how much the Russians have really internalized that. They still talk in terms of, demilitarization. Ils continuent de parler de démilitarisation, de neutralité, et ainsi de suite. Mais peuvent-ils vraiment faire appliquer tout ça, à moins qu'il n'y ait en réalité un contrôle russe sur l'Ukraine, sur des territoires bien plus vastes en Ukraine ou dans l'ex-Ukraine que ceux qu'ils revendiquent aujourd'hui. Et c'est là que la balle revient dans leur camp. Ils doivent comprendre que l'OTAN et la transformation de l'Ukraine en pays otanisé restent en tête de liste pour tout le monde en Occident. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Ursula von der Leyen. Elle est en train de transformer l'Union européenne, qui devait à l'origine être un bloc économique, en un bloc militaire pratiquement indissociable de l'OTAN. L'Union européenne a toujours été, d'une certaine manière, la concubine de l'OTAN. Mais cette fois, les deux organisations deviennent quasiment impossibles à distinguer. Yeah, they really are. And it's really Oui, c'est clair. Franchement, c'est vraiment décourageant, pour dire le moins. Parce que tu vois, c'est une chose, Jim, si tu es comme von der Leyen là-bas, à faire ton numéro devant les caméras, à sortir des platitudes, à dire des trucs, peu importe. Mais quand on parle d'actions concrètes, là, c'est un vrai problème. Passons à Mark Carney. Tu l'as mentionné il y a un instant. Voici Zelensky tout à l'heure lors de son exposition. Ce matin, il a déclaré « Je suis profondément reconnaissant envers le Canada pour son nouveau paquet de soutien, très important, 900 millions de dollars. Notre première priorité, c'est davantage de défense aérienne. Protéger des vies, c'est l'essentiel. Et les attaques de missiles balistiques russes, ainsi que les autres missiles et les frappes de drones, sont une forme de terreur qu'il faut affronter ensemble avec nos partenaires. Merci Mark Carney de comprendre cela. Nous préparons aussi un accord sur les drones entre nos pays. Et ce n'est pas seulement une question de drones. Il s'agit de construire un système de sécurité nouveau et efficace. La vraie capacité se démontre dans cette guerre, et elle nous sera certainement très utile. Je sais que je me répète. Alors, en allant au Canada,
Qu'est-ce qui peut bien occuper l'esprit du Premier ministre canadien aujourd'hui? Peut-être, Jim, qu'on devrait envisager une autre piste. Peut-être qu'il y a cette illusion qui brouille la vue et le jugement de beaucoup de nos dirigeants. Et peut-être qu'ils pensent vraiment que cela va avoir un effet positif et renverser le cours de la guerre. Est-ce possible? Je ne pense pas qu'ils croient que ça va changer le cours de la guerre, que l'Ukraine va vraiment vaincre la Russie. Mais si le but de cette guerre, c'est la guerre elle-même, faire saigner les Russes, eh bien c'est clair depuis le début. Toute cette idée, c'était de faire saigner la Russie, de provoquer une crise à l'intérieur du pays, de faire tomber le régime, de fragmenter la Russie, tout ça. Et tant que la guerre peut continuer, peu importe combien d'Ukrainiens meurent. S'il faut 10 Ukrainiens morts pour tuer un Russe, on tue quand même ce Russe-là. S'il en faut 30, pareil, on le tue quand même. Et soyons clairs, parlons un peu des Patriots, de la chaîne de production et de tout ce qui va avec. C'est totalement irréaliste. Parler des drones, ça l'est beaucoup moins. Je veux dire, les drones coûtent bien moins cher à produire. La production peut, je pense, être beaucoup plus dispersée dans différentes zones en Ukraine, surtout s'ils ne font qu'assembler des drones fabriqués ailleurs. Et ces drones peuvent causer énormément de dégâts. Si c'est ça leur objectif, très bien. Qu'ils continuent aussi longtemps qu'ils le peuvent. Encore plus de Russes tués, plus de perturbations dans les infrastructures russes. Mais au final, qu'est-ce que ça leur apporte? Eh bien, je pense que c'est considéré comme un bien en soi. C'est à leurs yeux le but même de cette guerre, du moins tel que je le comprends. Voilà le problème avec ça. Il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter sur l'un des plus importants. Il y a un autre aspect à cette histoire. Il y a quelqu'un d'autre qui a son mot à dire ici. Et cette personne ne va peut-être pas suivre le scénario où elle vous laisserait simplement continuer à agir sans qu'il ne se passe jamais rien, en limitant toutes ces attaques à l'Ukraine, en continuant à tuer des Ukrainiens, 30, 40 pour 1, peu importe, tant que des Russes continuent de mourir. Mais voilà le vrai problème. Vous avez mentionné que certains en Russie commencent déjà à parler de différence. Il y a eu une petite remarque en Occident, un changement de terminologie hier au Kremlin, de la part de Dmitri Peskov qui a attiré mon attention. Je me demande ce que vous en pensez. Voici ce qu'il a dit à propos de l'opération militaire spéciale. Konstantinovka est une frontière très importante. C'est l'étape la plus décisive sur la route qui mène à la prise d'une zone fortifiée aussi stratégique, je dirais même commune, que Kramatorsk et Slaviansk. Il ne faut avoir aucun doute. Notre guerre se déroule bien et nous voyons des résultats concrets. C'est une guerre, une vraie guerre. Vous savez pourquoi il y a une guerre? Parce qu'au départ, c'était une opération militaire spéciale. Et si ça continue comme une guerre, c'est parce qu'il y a Berlin, Paris, Gagos et Oslo derrière Kiev, et malheureusement aussi Washington. Ils les aident à viser grâce à leurs satellites, ils les aident à placer des armes étrangères sur nos cibles en utilisant toute leur infrastructure. Dans ces conditions, nous devons en tirer les conséquences. Alors, il a voulu marquer un point. Ce n'est plus simplement une opération militaire spéciale. C'est une guerre, une vraie guerre, a-t-il dit. Et les vraies guerres ont des issues différentes. Et la dernière phrase qu'il a utilisée, je ne suis pas sûr de ce qu'elle veut dire en russe, quand il dit en gros qu'ils décideront eux-mêmes de ce qu'ils feront, en tenant compte de Paris, de Rome, de Washington, et aussi de ce que fait Kiev. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, juste pour clarifier les choses, quand il parlait de cette autre capitale européenne, Gagos faisait référence à La Haye. Franchement, je vous le dis, j'y croirai quand je le verrai. Les Russes adorent faire des déclarations sur le fait que la situation a changé en profondeur, sur les lignes rouges,
la Novorossia et tout le reste. Souvenons-nous, beaucoup de nos amis après le massacre de Starobelsk, où ces petites filles ont été tuées il y a quelques semaines, ont dit « Voilà, cette fois c'est fini, les gants sont enlevés, ça va être la phase finale, les Russes vont prendre Kiev, renverser le régime ukrainien et mettre fin à l'État ukrainien. » Et ainsi de suite. Moi j'y croirai quand je le verrai. J'ai plutôt l'impression que tout ce que les Russes ont fait jusqu'ici a eu une dimension pédagogique. Infliger de la douleur aux Ukrainiens dans l'espoir que quelqu'un finisse par signer un accord avec eux, du genre de celui qui avait été évoqué à Istanbul, ou même celui de juin 2024 avec les 4 oblasts et tout ce qui va avec. Maintenant, ils parlent de zones tampons et évoquent vaguement la Biélorussie, la Novorossia, encore une fois. Disons qu'ils ont intensifié sur le plan quantitatif leur frappe sur Kiev et en gros sur les centres militaro-industriels en Ukraine. Des cibles qu'on pourrait penser qu'ils auraient visées depuis le début si leur objectif était vraiment une victoire militaire. Mais ce n'est pas le cas et ils affirment clairement que ce n'est pas le cas. Ils ne frappent pas les centres de commandement et de contrôle. Ils ne visent pas les éléments centraux du régime, l'administration présidentielle, le SBU, le GUR et tout le reste. Ils n'ont pas touché les ponts au-dessus du Dniepr. En d'autres termes, ils ne mènent pas cette guerre comme si leur objectif était une vraie victoire militaire, façon Berlin en 1945 à Kiev. J'ai l'impression qu'ils essayent encore de faire monter la pression, à la fois sur le plan militaire et sur le plan rhétorique, dans l'espoir que, cette fois on les prenne au sérieux et qu'on vienne négocier de bonne foi. Ce qui, franchement, même un enfant de 3 ans comprendrait que ça n'arrivera jamais, parce que l'Occident n'en est tout simplement pas capable. Négocier de bonne foi. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent faire. Encore une fois, ils semblent adopter une approche graduelle, en espérant que ça débouche sur une forme d'accord négocié, ce qui, à mes yeux, n'a absolument aucun sens de leur point de vue. Et je pense qu'on peut dire qu'ils n'ont pas encore franchi ce grand pas. Comme vous l'avez mentionné, ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à faire des choses que franchement j'avais prédites il y a 2 ans et qu'ils n'avaient pas faites jusqu'à maintenant. On verra bien dans quel but. Mais même avec cette approche, disons, pédagogique, ou ces opérations très prudentes, je ne vois pas comment tout ce que fait l'Occident et tout ce que fait l'Ukraine pourrait vraiment changer la donne. Et quand je dis changer la donne, je veux dire faire passer les Russes d'une avancée lente à un arrêt, puis à un recul, et même à la possibilité, disons, de gagner la guerre, ce que Zelensky a littéralement déclaré vouloir faire il y a une semaine. Donc au fond, il semble que le mieux qu'on puisse espérer, et dites-moi si vous voyez les choses autrement, c'est que l'Ukraine perde plus lentement, sans que cela change le résultat final. Vous voyez ça différemment. Non, je pense que c'est exactement ce qui se passe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se bat essentiellement pour infliger le plus de souffrance possible aux Russes, juste pour le principe. Les Ukrainiens ne peuvent pas gagner, mais ils peuvent se battre pour ne pas perdre. Pendant ce temps, les Russes, eux, se battent non pas pour gagner, mais parce qu'ils s'attendent encore à une sorte d'accord. Mais entre nous, et c'est quelque chose que j'ai écrit en décembre 2024, ce que je pensais probable, c'est qu'une fois que les Russes atteindraient les limites constitutionnelles du Donbass, et ils en sont assez proches maintenant avec la chute de Konstantinovka, il ne leur reste plus que 2 zones fortifiées à prendre avant d'avoir le contrôle total de Donetsk. Ils contrôlent déjà complètement la région de Luhansk. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils reviennent avec une nouvelle proposition de paix. En gros, les mêmes conditions qu'ils proposent depuis le début. Et là, ils seront absolument stupéfaits, vraiment stupéfaits, que l'autre camp ne les accepte pas.
Eh bien, la seule chose qui me semble logique, c'est une théorie dont j'ai entendu parler, et que certains, du côté russe, présentent comme une explication. Pas tous, mais certains de ceux à qui je parle. Selon eux, les Russes craindraient, ou peut-être plutôt qu'ils s'attendent, à un conflit direct avec l'OTAN, tôt ou tard. Et donc, ils voudraient renforcer leurs arsenaux jusqu'à un certain niveau, on ne sait pas lequel, pour tous ces systèmes d'armes clés. C'est d'ailleurs ce qu'ils font clairement, puisqu'ils produisent bien plus qu'ils n'en utilisent, même avec l'intensification des frappes en ce moment. Et peut-être qu'une fois ce seuil atteint, quel qu'il soit, tout pourrait basculer d'un coup, comme un éclair dans un ciel bleu. Sinon, honnêtement, je ne comprends pas très bien ce qu'ils cherchent à faire, parce que, vu la puissance dont ils disposent, il n'est pas logique de ne pas l'utiliser de manière plus efficace. Oui, enfin, écoutez, s'ils mettent en garde contre une guerre potentielle directement avec l'OTAN, est-ce qu'ils veulent vraiment que ce soit une prophétie autoréalisatrice? Je ne pense pas. Mais malheureusement, tout ce qu'ils font semble aller dans cette direction. Je veux dire, imaginons que la guerre en Ukraine se termine demain et que les Russes prennent totalement le contrôle du pays. Est-ce que les Européens ou les Américains seraient assez fous pour lancer des attaques directes contre la Russie depuis leur propre territoire? C'est possible, oui, mais à mon avis, ce serait une très mauvaise idée. Et même eux ne sont pas assez fous pour aller jusque-là. Mais en ce moment, comme il y a un conflit armé en Ukraine, ils peuvent se cacher derrière ce prétexte. On aide simplement l'Ukraine, on n'est pas directement impliqué dans cette guerre, pour continuer à frapper la Russie. Et ils vont continuer tant que la guerre durera. On pourrait penser que si les Russes ne veulent pas d'une guerre directe avec l'OTAN, ils se diraient « Eh bien, ne leur laissons pas ce calendrier, mettons fin à tout ça maintenant, et présentons à l'Occident un fait accompli. Il n'y a plus de guerre en Ukraine, il n'y a plus de moyen de frapper notre territoire depuis l'Ukraine, tout en prétendant que ce n'est pas vous. Vous voulez nous attaquer? Il faudra le faire directement et en assumer les conséquences. » Ils ne semblent pas le voir comme ça. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que c'est une question telle qu'ils ont simplement dû renforcer leur arsenal d'Iskander ou tout ce dont ils pensent avoir besoin. Je crois que la vérité se verra dans les faits. Si ce qu'on entend de la part de gens comme Peskov ou même du président Poutine est réel, alors peut-être que la guerre changera qualitativement dans un avenir relativement proche. Mais pour l'instant, il me semble, du moins de mon point de vue, qu'elle ne change que quantitativement. Ils font simplement plus de la même chose, en espérant qu'un peu plus de souffrance forcera l'autre camp à adopter une position plus réaliste. On voit bien que ce n'est pas le cas. Et tu sais, Jim, ce qui me bouleverse le plus, c'est qu'on est presque en train, par nos propres actions, de provoquer, voire de défier la Russie à faire ça, à frapper fort, peut-être même à frapper, comme certains de leur côté le suggèrent, en Europe de l'Ouest. Ils disent qu'ils devraient le faire. Et nous, on est presque en train de les provoquer à le faire. Et je ne comprends pas quel est l'intérêt. D'accord. Imaginons un rapport de 30 contre 1. 30 Ukrainiens meurent, et alors? Personne en Occident n'en a rien à faire de quelqu'un en uniforme ukrainien. Mais si un seul Russe est tué, alors là, super, on se félicite. Quel est le but de tout ça? Quel en est l'avantage? Parce que, comme le disait le Health Ranger, il y a aussi un risque économique pour nous derrière tout ça. Et ça va pas bien se terminer, parce que ça n'apporte rien de bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, au juste? Le seul avantage à court terme, encore une fois, que je peux imaginer, ce serait si quelqu'un avait compris que cette guerre n'est pas tenable. Elle dure depuis plus de 4 ans, et on arrive presque à court d'Ukrainiens. Il faudrait donc trouver d'autres soldats à envoyer là-bas.
Alors si on pouvait provoquer les Russes pour qu'ils frappent quelqu'un en Europe de l'Ouest et dire que c'est l'article 5, on pourrait commencer à envoyer des troupes de l'OTAN pour qu'elles se battent et meurent à leur tour. Mais franchement, même ça n'a aucun sens. Parce que comme vous le savez, ces troupes n'existent tout simplement pas. Les armées occidentales n'ont pas cette capacité. Elles n'ont pas les effectifs nécessaires pour intervenir et vraiment changer la donne. Donc même ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Mais c'est la seule stratégie possible que je vois. Pour revenir au sommet de l'OTAN, ce à quoi je m'attends vraiment, c'est qu'après que Trump aura critiqué tout le monde et tout ce qui bouge là-bas, on sorte de là avec des déclarations très très fermes de l'OTAN que Trump signera pour montrer son soutien à l'Ukraine. Et ensuite, il se retournera pour dire « Mais je suis prêt à aider à négocier la paix ». Il essaiera de ménager la chèvre et le chou, tout en faisant semblant que nous ne sommes pas, sinon l'une des forces motrices, du moins encore la force motrice derrière cette guerre. Oui, je ne vois pas pourquoi ce serait différent de ce que l'OTAN a déjà dit. Mark Rutte a annoncé qu'ils allaient publier demain une nouvelle déclaration très ferme pour condamner la Russie. Donc ce sera juste plus de la même chose. Oui, Trump a aussi signé la déclaration du G7, donc je m'attends à ce qu'il fasse la même chose ici. Oui, j'imagine que ce sera le cas. Et ce sera encore un exercice complètement inutile. Ça va rien résoudre. Mais c'est comme ça. Et on te remercie d'être venu pour apporter un peu de clarté. Parce que nous, on n'a pas peur et on ne fait pas de compromis pour dire la vérité, même quand c'est sur un sujet aussi absurde que celui-là. Comme ça, les gens ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Au moins, ils sont informés. Et on te remercie d'avoir fait ça aujourd'hui. Merci. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de partir. On a hâte de vous retrouver demain dans le Daniel Davies Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez ça avec quelqu'un que vous aimez. Button and share this with somebody you love.